Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, à 8h19 sur Sud Radio, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invité Éric Woerth, député de l'Oise et président de la Commission des Finances. Bonjour. Bonjour Éric Woerth. Le plan de résilience, est-ce que c'est un nouveau quoi qu'il en coûte? L'inflation, les salaires, le pouvoir d'achat, la campagne de vos anciens amis LR, la conférence de presse de votre nouvel ami Emmanuel Macron cet après-midi. Autant de questions que nous allons aborder. Alors commençons donc par ce plan de 7 milliards annoncé hier par Jean Castex. Des aides ciblées pour certains secteurs comme la pêche, l'agriculture, les entreprises de transport. Est-ce que c'est la bonne méthode, sortir le chéquier, plutôt que par exemple, ce que réclament certains, de baisser la TVA qui pèse beaucoup? Ça revient exactement à la même chose. Sauf que quand on sort le chéquier, on le sort pour une fois, on le sort de façon ciblée et on le sort pour un temps déterminé. Quand on baisse la fiscalité, on la réaugmente pas. Et évidemment, on a besoin de la fiscalité sur l'énergie pour financer les dépenses publiques. Et pour financer d'ailleurs aussi la transition énergétique. Oui, parce que plus il y a de l'inflation et de la hausse des prix, finalement, plus la TVA, entre guillemets, fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. La TVA, oui. Dire, quoi. La TVA, oui, pas la TICPE, elle est sur le volume. Ouais. Mais la TVA, évidemment, et d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement rend les surplus de TVA. C'est le cas. Lorsque il baisse de 15 centimes à la pompe et au litre sur la facture le prix de l'essence ou du gazoil, et qu'il l'étend d'ailleurs à d'autres énergies, c'est que c'est équivalent à une baisse de la TVA au fond, mais ponctuelle. Donc c'est la bonne méthode. Tout ça revient in fine à la même chose. La question c'est, est-ce que parce qu'il y a une élection présidentielle, il faudrait pas aider les Français dans une situation d'augmentation assez dramatique des prix, de la flambée des prix due à tout ce qu'on sait, à la crise géopolitique et à plein d'autres sujets. C'est un empilement de sujets qui aboutissent à 4% d'inflation, et dans le monde, aux États-Unis, ils sont à plus de 7% d'inflation. Donc oui, il faut aider à un moment donné les Français. C'est évidemment des dépenses d'argent public, soit parce qu'il y a moins de fiscalité, soit parce qu'il y a plus de dépenses. Ça veut dire que derrière, il faut, dans les années qui viennent, lorsqu'on reviendra à un temps plus normal, et j'espère qu'on viendra rapidement à un temps plus normal, il y ait une politique de très, très sérieuse de finances publiques. Et notamment sur la dépense. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle n'est pas très sérieuse. C'est vrai qu'on a une augmentation des déficits. En temps normal. On a une augmentation 5% du PIB cette année. Mais vous savez, j'ai été ministre du budget, mais Valérie Pécresse aussi. Sous Nicolas Sarkozy, on a dépensé à peu près la même chose. Donc on ne doit pas revenir. Évidemment, on attend en France de l'État qu'il soutienne un pays lors d'une crise. Dans d'autres pays, on laisse les gens crever. Dans d'autres pays, c'est pas la France, ça. C'est pas ma France, c'est pas la vôtre. Donc évidemment, on doit aider. Et souvent, lorsqu'on n'aide pas, ça coûte plus cher. S'il n'y avait pas d'aide, à l'économie, s'il n'y avait pas de plan de résilience, s'il n'y avait pas de plan d'urgence, s'il n'y avait pas de plan de relance, la réalité, c'est que l'économie française, elle serait à peu près écrasée, que la plupart des gens seraient au chômage et n'auraient pas retrouvé d'emploi, que les contrats de travail auraient été rompus, que les entreprises auraient fermé et n'auraient pas réouvert. Et ça coûte extrêmement cher en dehors des dégâts humains. Le pays. Mais bien sûr qu'on endette le pays, comme tous les pays sont aujourd'hui plus endettés. La France a commencé juste peut-être avec un niveau d'endettement supérieur avant la crise à ce que c'était pour d'autres pays. Mais la nécessité, elle était là. Donc c'est les faits. La crise est là, il faut y répondre. En France, on y répond souvent de façon publique et tout le monde l'a toujours fait. Et il faut le faire comme ça. Il faut cibler. Les mesures généralistes n'ont pas d'intérêt, elles sont trop coûteuses. C'est ce que fait le gouvernement avec ce plan de résilience. Avant de venir à la campagne plus précisément aussi, un mot, Éric Woerth, il y a un appel à la manifestation aujourd'hui intersyndicale de beaucoup pour une augmentation en fait des salaires. Est-ce qu'il devrait y avoir un effort de fait aussi pour l'augmentation des salaires face à l'inflation? Avant les salaires étaient quasiment indexés lorsque l'inflation était très forte il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les salaires, ça dépend des entreprises. C'est aux entreprises de faire ce qu'elles peuvent, alors que leurs marges se réduisent à cause des coûts auxquels elles ont
auxquelles elles ont à faire face. Donc l'augmentation des salaires ne peut être la résultante que des entreprises. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Et on ne peut pas non plus augmenter les salaires aussi fortement que ne le voudraient un certain nombre de gens, pour une bonne raison, c'est que les entreprises, elles sont elles-mêmes étranglées par l'augmentation des coûts. Et à ce moment-là, on déclenche une spirale qui est extraordinairement... Si, bien sûr, il y a plein de solutions. Qui vont manifester aujourd'hui, il y a mais d'abord, il y a plein de solutions, c'est qu'il y ait moins de tensions géopolitiques et que les prix du baril reviennent à des normes, et pourquoi pas, d'ailleurs, ça a été le cas il y a quelques jours. Il y a aussi l'idée qu'il faut faire tout un bouquet de réformes qui permettent à la France d'être plus indépendante et à l'Europe d'être plus indépendante sur le plan énergétique. C'est de faire des réformes de structure qui permettent de dépenser moins sur le plan public. C'est d'augmenter la qualification des Français dans les années qui viennent. Ma génération, les générations qui viennent doivent être globalement plus qualifiées que ma propre génération parce qu'elles créeront plus de richesses. C'est d'accompagner la transition énergétique et la transition écologique comme la transition numérique par de l'augmentation de la création de richesses, de contenu du travail. Donc évidemment les salaires vont augmenter. Le pouvoir d'achat va augmenter. Attendez, mais Éric Woerth, durablement. Ce que vous dites est assez important, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour une réindustrialisation avec des métiers finalement que vous réservez à des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Mais les métiers industriels si je vous dites que... Mais les métiers industriels... mais surtout pas, ne croyez pas ça. Les métiers industriels contiennent énormément de valeur ajoutée. Au contraire, c'est le fait que les métiers industriels aient au fur et à mesure des 20 ou 30 dernières années disparu que la France a perdu, semble-t-il, ou je le crois, en tout cas en contenu de travail. Le contenu du travail crée le pouvoir d'achat. Vous dites aux Français qu'il va falloir faire des efforts. Enfin, on le dit à chaque fois, donc c'est jamais perçu. Mais tout le monde fait. Oui, mais tout le monde fait. La vie est un effort, si vous voulez, en soi. On se bat sans arrêt. Il faut se battre, il faut augmenter le pouvoir d'achat des Français, mais c'est par l'économie, l'économie au sens, par la richesse et par la qualité de l'économie française qu'on augmentera durablement le pouvoir d'achat. Après, on peut donner des coups de pouce, bien sûr. Lorsque Emmanuel Macron crée une prime, c'est un coup de pouce et il a bien raison de le faire. Et chaque entreprise, après, doit juger, en fonction aussi du marché du travail, sa capacité à augmenter les salaires. De toute façon, les salaires augmenteront. De toute façon, en période d'inflation, les salaires augmentent. Et de toute façon, les tensions sur le marché du travail obligent à l'augmentation des salaires. Sinon, les employeurs ne trouvent pas d'employés. Emmanuel Macron va présenter son programme cet après-midi. Alors, on connaît déjà quelques mesures. La retraite à 65 ans, RSA conditionné à des heures d'activité. Là, on apprend aussi ce matin qu'il y aura une réduction des droits de succession en ligne directe et indirecte. Valérie Pécresse, d'ores et déjà, a réagi en disant que c'est une pâle copie du programme des LR. Pourquoi donc vous êtes parti on n'est pas dans Emmanuel une Macron école si votre parti proposait la même chose? Moi, je n'avais pas commenté le programme de Valérie Pécresse. Il était indirectement participé, absolument classique, absolument classique. Je conteste le positionnement politique de LR et je l'ai fait publiquement depuis maintenant quelques années. Donc j'en ai tiré les conséquences. Et puis moi, je suis favorable quand même à une vision optimiste de la vie et une vision optimiste du... Ce qui n'est pas le cas de chez Pécresse et des Républicains. Non, pas du tout, non. Donc je suis favorable à cela et je pense au contraire que la France doit investir et que la France doit être la plus ouverte possible. Je crois à une France européenne et c'est pas le cas malheureusement de la majorité des Républicains. Et je le dis, j'ai été secrétaire général des Républicains, je l'ai dit en interne, Valérie Pécresse était partie des Républicains, partie pour ces raisons-là. Elle ne revient que pour des raisons liées à sa propre candidature. Donc non, je suis pour une politique claire et je pense qu'Emmanuel Macron l'incarne bien dans un deuxième mandat où il aura toute liberté c'est dur en même temps, de vous réformer. Savez, vous allez être avec des gens de droite et des gens de gauche. Le programme d'Emmanuel Macron, on verra cet après-midi de quoi il s'agit. Il le dévoilera et c'est à lui de le faire. En tout cas, c'est un programme de réforme profond du pays. C'est pas un programme de brutalité. Il n'y a pas de brutalité. Les Français ne supportent plus la réforme brutale qui arrive comme ça d'un coup. Ses adversaires et vos anciens amis disent il sort le carnet de chèques pour faire campagne. Qu'est-ce que vous leur répondez? Si vraiment ses adversaires tournent autour tout le temps d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Valérie Pécresse elle-même s'effondre dans les sondages, mais elle en est totalement
totalement responsables, comme ceux qui l'entourent en sont totalement responsables. C'est pas Emmanuel Macron qui en est responsable, ils en sont responsables parce que les propositions sont pas à la hauteur, ni les postures ne sont à la hauteur des enjeux du Vous pensez pays. à quelle posture C'est bien sûr. Gérard Larcher qui dit en fait que le président Emmanuel Macron enjambe la campagne, la présidentielle, et que du coup ça posera un problème de légitimité. Enfin, on n'a pas le droit de dire ça, même quand on est Gérard Larcher, et Dieu sait que je l'aime bien, mais on n'a pas le droit de dire ça. Mais parce qu'on allume des brûlots sur des barricades à venir, c'est presque un appel à créer des barricades. Enfin, les maires qui ont été élus, les maires qui élisent les sénateurs, qui ont été élus pendant le Covid, et Dieu sait que LR ne voulait pas qu'on déplace les élections, d'ailleurs moi non plus, ont été élus avec très peu de participation. On dit que les maires LR ne sont pas légitimes et que les électeurs des sénateurs ne sont pas légitimes. Enfin, c'est pas possible. Il y a un débat en France aujourd'hui. Oui, il y a un vrai débat. Mais bien sûr qu'il y a un débat. Oui. Un débat n'est pas hors contexte. Un débat présidentiel, il se situe pas en dehors du contexte national et international. Et le contexte, il est écrasant. Il est écrasant. Il est écrasant sur le plan du coût de l'énergie. Il est écrasant sur le plan de la géopolitique. Il est écrasant à tout point de vue. Et le président de la République, évidemment, il a à faire face. Est-ce qu'on voudrait que le président de la République actuel ne fasse rien simplement parce qu'il y a une campagne présidentielle? Est-ce qu'il y a une neutralité présidentielle de l'action présidentielle à un moment donné où le monde entier vit une crise comme rarement il a vécu? Il est bien naturel. Est-ce qu'on voudrait que le président ne réponde pas à la question Corse à un moment donné où la Corse s'embrase pour des raisons factuelles? Il ne crée pas ces raisons. C'est des raisons factuelles. Est-ce qu'un dirigeant de LR aujourd'hui resterait les mains dans les poches s'il était président de la République en disant je ne fais rien? Est-ce que Nicolas Sarkozy serait resté immobile face à l'avalanche d'un contexte extraordinairement lourd au moment de l'élection présidentielle? On peut toujours dire que c'est le cas, c'est de l'électoralisme. Enfin, je ne crois pas que les Français ils soient achetables. Je ne crois pas qu'on puisse acheter les Français par des mesures. Heureusement, ils ont une autre maturité. D'un mot, puisque vous avez parlé de la Corse, la proposition d'un projet d'autonomie, est-ce que ce n'est pas céder vite à la pression, à la manifestation, à la violence, justement, aussi? Non, mais moi, je note qu'il y a un débat, et je note que Yvan Colonna, je suis d'accord avec ce que disait auparavant à votre micro, Madame Lévy, c'est que on ne va pas faire de Yvan Colonna un héros. Il a tué, assassiné un préfet. C'est pas un acte de courage. C'est exactement le contraire. Maintenant, il a été agressé de façon absolument odieuse. La Corse s'est embrasée dans une vague de violence tout à fait anormale. On voit bien que ça veut dire un certain nombre de choses. Il faut discuter, il faut évidemment qu'il n'y ait plus de violence, il faut lever toute violence, et puis discuter de l'évolution de la Corse. C'est pas la première fois qu'on fera évoluer le statut de la Corse. Éric Woerth, rapidement, deux autres questions. Il se murmure qu'il pourrait, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, y avoir des élections législatives anticipées. Vous trouvez que c'est un bon moyen pour essayer de trouver une nouvelle force, un gouvernement d'union nationale? J'ai entendu ça. D'abord, l'union nationale se fera par la force du projet. Et c'est au fond celui qui gagne qui doit essayer d'être à l'origine d'une union. Union nationale, ça veut dire une union nationale sur la plus forte proposition. Le débat aujourd'hui tourne autour des propositions d'Emmanuel Macron parce que ce sont les plus fortes. C'est comme ça. Voilà. Il repique celle des LR. C'est comme ça. Non, mais il repique rien du tout. Il repique rien du tout. L'âge de 65 ans à l'élection, pour les retraites, c'est pas l'idée de Valérie Pécresse. C'est une idée qui court depuis bien longtemps, depuis que nous avons nous-mêmes augmenté l'âge de retraite à 62 ans. Et après, il faut évidemment progresser. Donc, tant mieux, ni de droite ni de gauche, ça veut dire à un moment donné qu'au fond on est républicain et qu'il y a des mesures qui sont efficaces. Moi je suis pour le pragmatisme, je suis pour des valeurs, je suis pour le pragmatisme, je suis pour l'ouverture d'esprit. Et c'est ça, j'espère, que représentera le projet d'Emmanuel Macron qui sera présenté tout à l'heure. Alors Valérie Pécresse n'a pas eu le soutien de Nicolas Sarkozy pour l'instant. Vous êtes proche de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il pourrait apporter son soutien et rejoindre comme vous Emmanuel Macron? Bon, moi je parle jamais au nom des grands fauves. Non, mais vous échangez beaucoup. C'est un grand faux. Mais Emmanuel Macron présentera son projet tout à l'heure et c'est très bien. Et Nicolas Sarkozy dira ou pas ce qu'il fera au moment de l'élection présidentielle. Je note simplement qu'il y a beaucoup de silence et que ce silence a certainement une signification. Merci. Éric Woerth était avec nous, président de la Commission des Finances et soutien donc d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Allez, à suivre dans quelques instants la revue de presse et hashtag on en parle avec Benjamin Glaise, Sud Radio. C'est un autre grand fauve, peut-être Benjamin Glaise. Il est à 8h33.